Le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Café Noir et Pierre Le Vigan, auteur et commentateur métapolitique. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Clausewitz et la guerre moderne. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche de notification et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et c'est parti. Alors, chers amis, la guerre est présente à l'est de l'Europe depuis début 2022. La Libye est toujours en quasi-guerre intérieure. La Syrie s'apaise à peine. La Palestine est en état de guerre permanente. Et on peut ainsi de suite. On pourrait continuer longtemps. Au moment de la chute de l'Union soviétique et du bloc communiste, certains ont pourtant pu penser que le temps des guerres était terminé. Comment expliquer une telle illusion? Oui, bonjour Gilbert. Alors effectivement, à partir du moment où le monde est devenu unipolaire, hein, c'est-à-dire avec la chute de l'Union soviétique, comme tu le rappelais, en 1991, il y a guère plus de 30 ans, hein, alors que ça nous paraît très loin, c'est vrai qu'il y a eu l'illusion d'un monde dans lequel il n'y aurait plus que des micro-guerres relativement marginales et arbitrées d'ailleurs par la seule grande puissance qui restait dans le champ mondial après la chute de l'Union soviétique. On avait sous-estimé la renaissance de la Russie, on avait surtout sous-estimé l'extraordinaire montée de la puissance chinoise, mais aussi de puissances pas si secondaires que ça, je pense notamment à l'Inde. Et on avait sous-estimé aussi le reclassement mondial avec l'évolution d'un certain nombre de puissances petites et moyennes vers le nouveau monde en quelque sorte, hein, celui des BRICS, autour de la Russie et peut-être plus encore de la Chine, dont le produit intérieur brut, hein, je le rappelle, est supérieur maintenant à celui des États-Unis d'Amérique, hein, en tout cas en ce qu'on appelle en PPA, en parité de pouvoir d'achat. Et donc effectivement, la guerre revient avec les quelques exemples que tu as cités et celui dont on parle le plus depuis un an et demi, c'est-à-dire évidemment depuis février 2022, la guerre à nos portes en Ukraine. Mais rappelons-nous que malgré tout, la guerre a été encore plus à nos portes avec la guerre de Yougoslavie, enfin les guerres de Yougoslavie, la guerre civile au Kosovo, hein, revendiqué par les Albanais, et le bombardement de Belgrade, qui était encore plus près de Paris que ne l'est l'Ukraine. Voilà, donc le monde, on s'en rend compte, n'est pas apaisé, contrairement à ce que pensaient les libéraux, avec la théorie du doux commerce, hein, qui normalement adoucirait les mœurs et amènerait à ce que tout se traite en se mettant autour de la table et avec quelques compromis basés essentiellement sur l'argent. Eh bien non, l'argent n'apaise pas tous les conflits et au contraire, il peut les alimenter puisqu'on sait que la guerre d'Ukraine a comme principal enjeu de permettre à l'économie américaine de se redresser en nous vendant des matières premières à peu près 4 fois plus chères que le prix auquel les Russes nous les vendaient. En fait, avec la chute de l'Union soviétique, l'histoire n'a pas pris fin, en fait. Non, l'histoire, alors non seulement n'a pas pris fin, mais après la guerre froide, qui était en fait une non-guerre, sont advenues des guerres réelles, des guerres chaudes, des guerres avec du sang, et pas seulement avec l'angoisse du sang, mais avec la réalité du sang et les souffrances des populations civiles. Bon, je pense bien entendu notamment à la souffrance du peuple ukrainien, pris en sandwich entre l'ambition russe de ne pas se faire encercler, hein, d'où l'attaque préventive de 2022 sur l'Ukraine, ambition russe donc de ne pas se faire encercler, de ne pas voir l'Ukraine entrer dans l'Union européenne puis dans l'OTAN, et puis d'un autre côté la folie de Zelensky
qui n'a pas souhaité appliquer les accords de Minsk et accorder l'autonomie aux Ukrainiens de l'Est, russophones et par ailleurs russophiles. Donc effectivement, la responsabilité de Zelensky est notamment, elle n'est pas unique, mais elle est l'une des plus lourdes. Alors, un théoricien tel comme Clausewitz, écrivant il y a 2 siècles, a-t-il encore quelque chose à nous apprendre sur la guerre? Alors, le théoricien Clausewitz, pour situer, il est né en 1780, il a assisté aux premières opérations militaires de la Révolution française. Il avait 13 ans en 93, au siège de Mayence, et il est mort en 1832. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a connu toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire, et il a beaucoup écrit sur ces guerres, mais aussi sur les guerres précédentes, la guerre de 7 ans, etc., les guerres du XVIIIe siècle. Alors Clausewitz est en fait le théoricien qui annonce la guerre moderne, notamment par son concept de guerre absolue. Alors la guerre absolue, selon Clausewitz, c'est la guerre qui mobilise tous les aspects d'une nation. Alors évidemment, c'est l'armée, mais c'est pas seulement l'armée, c'est le moral de l'armée, mais aussi de la population. Ce sont les ressources économiques, ce sont les ressources financières. On sait que, par exemple, l'Angleterre a financé toutes les coalitions contre Napoléon. Ça, c'est l'aspect financier. Et le coup d'œil du chef, évidemment, et aussi la cohésion de l'état-major, etc. Donc, Clausewitz a pensé ça sous le nom de guerre absolue. Mais en même temps, Clausewitz considérait que la guerre devait se conclure par une sorte de coup de tonnerre, un peu comme les premières campagnes napoléoniennes que Clausewitz a connues, la campagne d'Austerlitz, campagne de 1806 contre la Prusse. Et il se trouve que c'est un modèle, effectivement, qui a été celui des guerres de la Révolution, mais aussi celui des premières guerres de l'Empire, mais qui n'est plus le modèle des guerres de l'Empire dans leur deuxième phase à partir de 1809, dont nous en dirons certainement 2 mots plus tard. Pour situer quand même un peu les choses, il faut savoir que Clausewitz a été fait prisonnier. En 1806, il était bien entendu dans l'armée prussienne, dans l'armée de son pays. Il est né, c'est un Prussien de Silésie, et il a été fait prisonnier à la bataille de Hörstadt en octobre 1806. Donc, il a vu de près le désastre de l'armée prussienne et il a vu de près ce qu'est une guerre courte et intense et évidemment la disproportion entre la guerre un peu à l'ancienne qu'ont essayé de faire les Prussiens et qui ne leur a pas réussi, et la guerre de vitesse, la guerre de mouvement qui était celle des armées de la Révolution française et surtout de Napoléon Ier. Quelle était la thèse de Clausewitz ou ses thèses, si elles étaient plusieurs? Alors, oui, alors on peut dire ses thèses parce que Clausewitz a beaucoup évolué. Alors en fait, Clausewitz a écrit une dizaine de volumes, c'est assez considérable. Il a commencé à écrire au moment de la bataille de 1805. Il avait des campagnes de 1805, il avait 25 ans. Mais à la fin de sa vie, à partir de 1829, Clausewitz est devenu extrêmement critique vis-à-vis de ses propres travaux et s'est donné l'objectif de réécrire toute son œuvre. En fait, il n'a pas pu le faire parce qu'il a été rattrapé par la mort. Je l'ai dit, il est mort en 1832, suite, sauf erreur de ma part, à l'épidémie de choléra qui avait emporté Hegel un an plus tôt, en 1831. On oublie que l'époque était celle de grandes épidémies. Et Clausewitz n'a pu réécrire qu'une partie du livre 1 de son œuvre, qui en quantité est tout à fait considérable. Alors le livre 1 est certainement le livre le plus important parce que c'est les fondements théoriques, voilà, et de son œuvre. Mais toutefois, il faut savoir que Clausewitz n'était pas satisfait de son œuvre. Son œuvre a été publiée par sa veuve à partir de sa mort de 1832. Elle a été publiée dans la décennie 1830, en gros, jusqu'en 1840. Alors, la théorie de Clausewitz, c'est effectivement que la guerre tend à se rapprocher du concept de guerre absolue, mais qu'elle n'y arrive que rarement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la guerre absolue, pour Clausewitz, c'est pas la guerre totale, en fait. C'est pas la guerre totale au sens du XXe siècle.
c'est une guerre qui essaye de mobiliser très rapidement pour obtenir un résultat foudroyant. Or, finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que la guerre totale au XXe siècle, eh ben, finalement, elle intervient précisément quand la guerre absolue n'a pas marché. Il faut bien voir ça. La guerre totale, c'est finalement devenu le contraire de la guerre absolue. Pourquoi? Parce que la guerre absolue, c'est une guerre qui est tellement parfaite dans sa réalisation qu'elle se rapproche du concept de guerre absolue. En fait, le phénomène se rapproche de l'idée théorique, en quelque sorte. Et chez Clausewitz, il y a l'idée dualiste, hein, d'un concept d'une part et d'une réalité d'autre part, qui ne sont pas la même chose. La réalité tendant à se rapprocher du concept, mais ne se rapprochant jamais totalement du concept. Or, dans la guerre absolue, la guerre est tellement bien conçue qu'elle aboutit à un résultat très rapide. Or, en fait, quand il y a eu guerre totale au 19e siècle, en 14-18 ou en 39-45, c'est que précisément, la guerre absolue, c'est-à-dire la guerre rapide, n'a pas marché. Par exemple, les Allemands contre la France en 40, ça a marché. Ils ont remporté une victoire totale. Donc, il n'y a pas eu de guerre totale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est-à-dire que les Allemands n'ont pas été obligés de réduire la ration de beurre, la ration alimentaire en 1940 pour leur propre peuple, pour battre la France. Par contre, quand il y a guerre totale, c'est-à-dire quand il y a travail des femmes en Allemagne, mobilisation des jeunes gens, etc., c'est quand précisément la guerre dure. C'est ce qui s'est passé en 14-18, avec en 1916, quand Ludendorff met en place la pratique en quelque sorte de la guerre totale, parce que la guerre dure et que l'Allemagne ne réussit pas à l'emporter, donc elle puise dans ses fonds pour essayer de l'emporter. La France fait d'ailleurs la même chose, et c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, en 40 pour l'Angleterre, hein, quand elle essaye de résister à tout prix à l'Allemagne, et à partir de 42, 43 pour l'Allemagne, quand elle voit qu'elle ne va pas gagner la guerre, mais qu'elle essaye en tout cas de ne pas la perdre en mobilisant tout le monde. Donc, encore une fois, il faut bien distinguer guerre absolue et guerre totale. En tout cas, ce qui est intéressant chez Clausewitz, c'est cette idée de monter aux extrêmes qui dépasse le cadre de la raison, parce que finalement, la raison, c'est la dimension calculatrice qu'il y a dans la guerre, et la montée aux extrêmes, c'est la dimension mimétique, comme dit René Girard, c'est la dimension psychologique de surenchère et de montée aux extrêmes par une exacerbation réciproque en quelque sorte, et par le mimétisme, hein, comme je le disais, c'est-à-dire plus l'autre se mobilise, plus on se mobilise soi-même. Les deux guerres mondiales, bien sûr, pour nos auditeurs auront corrigé d'eux-mêmes, sont au XXe siècle, pas au XIXe. C'était un lapsus. Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Autant pour moi, voilà. Alors, c'est vrai qu'au 19e, est-ce qu'on peut trouver des guerres qui commencent à ressembler aux guerres du 20e siècle, aux guerres totales du 20e siècle? Alors, je serais tenté de dire, c'est en partie le cas avec la guerre de sécession, Américaine. qui est une guerre dans laquelle les civils souffrent. Alors, surtout dans le Sud, hein, parce qu'il y a un gros déséquilibre démographique en défaveur du Sud dans la guerre de sécession états-unienne. Face à un phénomène aussi énorme que la guerre, on peut se demander, est-elle toujours voulue ou échappe-t-elle à la volonté des hommes? Elle n'échappe pas complètement à la volonté des hommes parce que même s'il y a des dimensions d'engrenage, des effets cliquets en quelque sorte qui empêchent de revenir en arrière, un peu comme avec un mousqueton quand vous faites de l'escalade, néanmoins, les hommes acceptent d'entrer dans un certain engrenage. Hein. Ce qui est certain, c'est que il faut très bien peser précisément l'effet de chaque cliquet parce qu'il y a des choses relativement irréversibles. Par exemple, en 14, quand la Russie mobilise, la Russie ne sait pas faire des mobilisations partielles. Et d'une manière générale, pour tous les pays européens, c'est très difficile de faire des mobilisations partielles. Donc elle fait une mobilisation totale. Mobilisation totale de la Russie, ça pousse évidemment l'Allemagne à faire elle aussi une mobilisation totale. Donc là, il y a toute une série d'effets cliquets. Ce qui est certain malgré tout,
c'est que si on veut vraiment ne pas faire la guerre, il est évident qu'il y a des portes de sortie. Par exemple, en 14, eh bien, elles n'ont pas été saisies par les différents protagonistes. Et il faut bien le dire qu'elle n'a pas été saisie notamment par l'Autriche-Hongrie qui a poussé la Serbie dans une voie qui était une telle humiliation pour les Serbes, qui avaient condamné, bien entendu, l'attentat contre François Ferdinand, que les Serbes, à un moment donné, étaient obligés, pour ne pas perdre toute leur souveraineté, hein, tout simplement, de résister. Et il était bien clair pour l'Autriche-Hongrie que la Russie soutiendrait la Serbie. Donc les guerres connaissent ce que Clausewitz a appelé des frictions, c'est-à-dire des impondérables. Toutefois, elle n'échappe jamais complètement à la volonté des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Par exemple, en Ukraine, il y a effectivement une responsabilité à la fois de Zelensky, qui a provoqué Poutine, et de Poutine qui, à un moment donné, a décidé de prendre le risque d'une guerre parce qu'il a estimé que le risque d'une guerre était peut-être moins grave que le risque d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc voilà, il y a un moment donné, il y a des prises de risques et ces prises de risques sont des responsabilités. Donc on ne peut pas dire que les dirigeants qui sont engagés dans une guerre, quand bien même en leur fort intérieur ils ne l'auraient pas souhaité, on ne peut pas dire que ces dirigeants n'aient aucune responsabilité, et s'ils ont une responsabilité. Alors, le mot de la fin. Où va-t-on en Ukraine? Quelle sera la prochaine étape selon toi? Alors, effectivement, cette guerre dure, hein, notamment avec la fourniture d'armes à l'Ukraine. Donc, le matériel est occidental, le matériel est otanesque, mais les morts sont essentiellement ukrainiens. Mais pas que. On a appris récemment qu'un équipage de chars était allemand, était constitué d'Allemands. Un Allemand blessé a été identifié par les Russes et il est mort parce qu'il n'a, semble-t-il, pas pu être sauvé par les médecins russes. Ça en dit long sur la gravité de l'engagement de l'Europe occidentale du côté de l'Ukraine. Alors, puisque la guerre dure, les Russes qui souhaiteraient, me semble-t-il, une paix, à condition que ça leur garantisse bien entendu les républiques du Donbass, qui ont été de toute façon rattachées suite à un référendum, hein, dont la valeur reste évidemment un point d'interrogation. Mais enfin, la population est probablement pro-russe, hein, c'est évident. Il semble que les Russes souhaiteraient, je pense, maintenant une paix à condition qu'on leur reconnaisse bien entendu à la fois la Crimée et donc ces républiques du Donbass. Mais puisque la guerre leur est imposée, il n'est pas impossible que la prochaine étape de l'armée russe et du pouvoir politique russe, hein, soit de prendre le contrôle de la région de Kharkiv, Kharkov en russe, Kharkiv en ukrainien, une grande ville encore assez industrielle. Quitte à prolonger la guerre, autant prendre du point de vue des Russes le plus d'atouts possible pour le jour où l'Ukraine sera tellement épuisée qu'elle sera quand même obligée de s'asseoir autour d'une table de négociation. Donc, il est possible que la prochaine étape soit cette région russophone, d'ailleurs, de Kharkov. Ben, russophone ne veut pas dire grand-chose, puisque Kiev lui-même est une ville essentiellement russophone, hein. Voilà. Mais enfin, il se trouve que les zones industrielles, les zones ouvrières de l'Ukraine, les zones les plus orientales, sont aussi des secteurs qui auraient intérêt à être russes, hein, dont une partie de la population pourrait souhaiter être russe, tout simplement pour des raisons trivialement économiques, hein, parce que être russe, c'est participer de la réindustrialisation de la Russie. Or, cette réindustrialisation, elle se produit en Russie, mais elle ne se produit pas en Ukraine. De ce point de vue, une bonne partie de la population peut souhaiter tout simplement aller vers le plein emploi en étant russe plutôt que rester dans la misère et dans le sous-emploi en étant ukrainien, sachant en plus que les habitants de la région de Kharkov ne sont jamais sentis particulièrement ukrainiens. Certains parlent même que la Russie pourrait prendre Odessa pour bloquer l'accès à la mer à l'Ukraine. Alors, si les Russes prennent Odessa, l'intérêt de prendre Odessa, c'est de pouvoir ensuite le rendre généreusement
autour d'une table de négociation de paix en disant, voyez, nous n'avons pas l'appétit trop grand, nous contrôlons Odessa, mais précisément nous le rendons à l'Ukraine pour ne pas lui la priver d'accès à la mer et pour ne pas l'humilier. Mais par contre, nous vous demandons de nous reconnaître l'annexion de la Crimée, du Donbass et pourquoi pas éventuellement de Kharkov si l'armée russe réussit à mettre la main sur Kharkov, ce qui n'est pas impossible si la guerre dure et parce que avec guère plus d'une trentaine de millions d'habitants, les ressources de l'Ukraine ne sont pas indéfinies, à moins que se multiplient les milices venues d'Europe occidentale, les ressources de l'Ukraine vont être limitées. Bon, donc le Vigan et Daoued, c'est fini pour cette semaine. Merci et à la prochaine. Merci Gilbert, à bientôt.